Pour ses vœux de Nouvel An, Xi Jinping a fait savoir au monde entier que, je cite, personne ne pourrait empêcher la réunification de Taïwan et de la Chine. Dans le même temps, les Chinois ont présenté deux chasseurs, un de 6e génération, un de 5,5 probablement génération. Je vais vous expliquer pourquoi 5,5. Et évidemment, ça fait partie de cette stratégie globale. Alors, je m'étais dit qu'on parlerait à nouveau d'aéronautique et de géopolitique, de l'interaction des deux. Et puis surtout que ce serait une très belle étude de cas, en fait, pour de la pensée arborescente, pour travailler en réseau intellectuellement, parce que là, on a tellement de paramètres, contrairement à l'intérêt d'être complètement spécialisé dans son propos, qui est tout à fait louable aussi, et qui donne d'excellentes chaînes YouTube, AT notamment, mais aussi Aérobuzz, si vous vous intéressez à l'aéronautique sur des chaînes francophones. Clairement, Jumpseat Aérobuzz, c'est la chaîne à suivre et je vous recommande absolument de la suivre, elle est excellente. Mais voilà, le sujet de ce propos, c'est de regarder comment, au contraire, tout un tas de domaines interdisciplinaires vont interagir les uns avec les autres. Ça va aller de la politique au design, à la géopolitique et bien sûr à l'aéronautique, parce que on a un entrelac subtil, une sorte de tapisserie de sujets qui se mélangent. Donc déjà Taïwan, évidemment, après l'Ukraine, la Chine pourrait se sentir empouvoirée pour une réunification de son point de vue avec Taïwan. Elle a déjà fait un mélange de stratégies très intéressant qui, sur le plan géopolitique, mérite d'être commenté. Vous avez notamment un mélange de low-tech et de high-tech, ce qui est la bonne façon de faire la guerre. Faire la guerre n'est pas une bonne chose, surtout en ce moment. Mais dans les règles de la guerre, mélanger le high-tech et le low-tech, c'est une stratégie gagnante. Or la Chine semble vouloir faire les deux. Attention, la Chine a très peu d'expérience militaire. Il faut quand même rappeler ça. De la guerre de Corée à la guerre du Vietnam, les Vietnamiens d'ailleurs ont sacrément intimidé les Chinois juste après avoir battu les Américains. Les Chinois n'ont que très peu d'expérience de la guerre, contrairement aux Russes qui, eux, en ont énormément et ont d'ailleurs considérablement renforcé leur armée. Je vous renvoie à l'excellente vidéo d'Alexandre Robert de History Legends qui fait une analyse digne de l'école des annales, Todd, etc., de la structure de l'armée russe avec sa stratégie de lutte contre la corruption qui consiste à donner des primes énormes à l'engagement. Ça peut aller jusqu'à $50 000, ce qui représente une bonne dizaine d'années de salaire moyen en Russie sans problème. Les Chinois donc mélangent du low-tech et du high-tech. Je vous donne des exemples. Le low-tech, c'est qu'ils ont dronisé en fait des chasseurs de 3e génération, si je me gourre pas, 2e ou 3e, je crois que c'est 3e, donc des vieux chasseurs concrètement. Ils les ont rendus autonomes. Enfin, pas tout à fait autonome, mais pilotable, avec des télécommandes, quoi, et pour l'idée de saturer le ciel, complètement de saturer le ciel entre la Chine continentale et Taïwan. Ça, c'est une stratégie relativement low-tech. Il y a bien sûr un mélange de low-tech et de high-tech, puisque le fuselage, le zinc, c'est un machin low-tech, puisque c'est du 3e génération, mais l'idée de le rendre téléguidable, ça, c'est plutôt high-tech. Et par-dessus, donc, vous avez ces deux avions qui ont été annoncés par la Chine, juste avant que Xi Jinping dise oui, la réunification avec Taïwan, réunification, j'insiste, étant encore le terme officiel chinois, ce n'est bien sûr pas le terme officiel de la République de Chine, à savoir Taïwan, mais comme vous le savez, Taïwan n'est que peu reconnu comme un État, très peu de pays la reconnaissent comme un État, les États-Unis par exemple ne la reconnaissent pas comme un État, la France non plus. Donc les deux avions, alors le premier dont on va parler, c'est le Chengdu J-36. Alors il a été dévoilé pour l'anniversaire de Mao Tse-tung, le 26 décembre, ce qui fait d'ailleurs de Mao une sorte de Jésus marxiste en un sens. Eh bien ce J-36, donc c'est une configuration sans queue avec une aile en diamant. Alors, diamant, ça ne veut pas dire que c'est un diamant, ça veut dire forme en losange. C'est le fameux rhomboïde désespéré. Vous ne trouverez pas trop ce mot en français. En anglais, c'est hopeless rhomboid. Pourquoi hopeless ? Parce que l'aéronautique, c'est le monde de la contradiction, c'est le monde où il faut trouver des compromis en permanence. Vous le savez bien, dans l'aéronautique civile, le grand compromis de l'aéronautique civile, c'est habitabilité aérodynamique. Ce qui est aérodynamique, en général, c'est pas habitable. Essayez de faire voler une caravane pour voir. C'est pour ça que quand Mercedes faisait de la bioinspiration, il s'était inspiré du poisson-coffre pour la fameuse box-fish car, qui était moche, mais qui avait un très bon ratio habitabilité-aérodynamisme, comme d'ailleurs le poisson-coffre lui-même. C'était inspiré de ces lignes, parce que le poisson-coffre, il a un bon ratio hydrodynamisme, en l'occurrence, et habitabilité, volume. Mais pas... Oui, habitabilité, c'est plus compliqué que volume, vous l'aurez compris. C'est en gros cuboïdisme, quoi. Parce que, évidemment, l'unité d'habitation idéale, c'est le cube. Et quand on est un idiot en architecture, on décide que ça fera une théorie complète. Et ça, c'est Le Corbusier, mais je ferme cette parenthèse. Donc, le Chengdu J-36, il n'a pas de queue. Ça, c'est très important, pas d'empennage. Ce qui, a priori, va complètement réduire sa manœuvrabilité, mais
On s'en fout quand on est les programmes aéronautiques chinois, et on va voir pourquoi. Le Hopeless Rhomboid, il a des avantages, bien évidemment, des inconvénients, donc, notamment sur la manœuvrabilité, donc c'est pas fait pour le dogfight. Rhomboid, donc c'est un cerf-volant concrètement, c'est un losange, quoi. C'est pas fait pour le dogfight. Donc un avion qui a cette forme, a priori, n'est pas fait pour le dogfight. Le J-36 de chez Chengdu, donc c'est comme avec les Russes, hein, vous avez Sukhoi et MiG concrètement, qui sont plutôt en compétition, puis maintenant ont été intégrés, puisque l'un des deux a fait faillite. Mais pour les Chinois, c'est vraiment une coopétition. Voilà, il y a une saine émulation, mais ils ont des secteurs de plus en plus complémentaires, et typiquement, le Chengdu J-36, il a la philosophie d'un intercepteur, dans le sens du MiG-41 dont j'ai parlé sur la chaîne, qui est la succession du MiG-31, donc du Foxhound, et puis le Foxbat avant Foxhound, Foxbat. Ça, c'est très important parce que ce concept d'intercepteur, il est russe. Ces pays qui ont des très grands territoires. Les Américains n'utilisent pas ce concept d'intercepteur. Pourtant, ça pourrait être justifié parce que la NORAD, c'est aussi le territoire canadien. Donc Canada plus États-Unis, c'est un territoire immense, bien plus grand que la Russie d'ailleurs. Mais les Américains n'utilisent pas ce concept-là. Les Russes, alors pourquoi ils avaient fait le MiG-31 au départ ? Bon, d'abord parce que la génération précédente avait été amenée par un pilote qui avait fait défection. Donc les Américains avaient beaucoup d'éléments dessus. Et puis, le MiG-31, il avait un autre aspect très intéressant, c'est que c'était une sorte d'AWACS cross tueur d'AWACS. Donc, avion radar, l'AWACS. Le MiG-31 devait jouer le rôle d'un AWACS, avec un excellent radar, le meilleur au monde à l'époque. En réseau déjà à l'époque aussi, c'était déjà le principe de la guerre en réseau avec le partage des données, ce qui d'ailleurs est une philosophie intéressante parce que c'est de la redondance par rapport à l'AWACS, où l'idée c'est que si on vous le shoot, vous perdez d'un coup tous les yeux. Évidemment, vous allez en faire voler plusieurs et puis vous avez quand même une guerre en réseau, mais si on vous shoot un AWACS, vous perdez d'un coup une grande partie de vos capacités radar. Alors qu'avec le MiG-31, pas du tout. Si vous en avez plusieurs, et c'est le but des intercepteurs, ils sont redondants, vous avez plusieurs AWACS en vol, mais ils sont en même temps beaucoup plus rapides que des AWACS, bien sûr. Ça, c'était la philosophie des Russes. D'où ça venait ? Ça venait de l'opération Mole Cricket israélienne, qui redevient très importante aujourd'hui parce que Netanyahou a annexé, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de gagner des points de vie politiques pendant encore quelques mois. Il y a encore des manifs monstres en Israël, les médias n'en parlent pas, mais il y a des manifs majeurs en Israël contre Netanyahou, toujours pour les mêmes raisons. On l'accuse de ne pas vouloir libérer les otages, d'exploiter politiquement la situation à Gaza, etc. Ce qui est tout à fait vrai au passage. Mais Netanyahou a gagné des points de vie politiques en annexant le mont Hermon, et le mont Hermon, c'était l'ombre radar typique qui, pendant la guerre des 6 jours, avait permis à la Syrie de frapper Israël, et l'opération Mole Cricket israélienne par la suite, donc ça c'est pas pendant la guerre des 6 jours, c'est après, c'était une opération de SEAD, donc Suppression of Enemy Air Defense, les Wild Weasel, où en gros vous envoyez des missiles anti-radar. Et ils avaient déjà, les Israéliens, bien sûr, utilisé beaucoup d'AWACS. Donc les Russes avaient pris des notes et s'étaient dit, il va falloir pouvoir shooter des AWACS. Ça avait donné notamment une des contraintes du programme MiG-31. Là, les Chinois, avec donc le MiG-41 pour les Russes, qui est la succession du MiG-31, donc je vous ai dit, capable très certainement d'abattre des satellites avec soit des missiles, soit des armes à énergie dirigée, donc des lasers, soit les deux. Et puis surtout d'atteindre des vitesses exceptionnel, donc vraiment hypersonique, Mach 4, peut-être même Mach 5. Le Chengdu J-36, on n'a aucune idée de ce qu'il va pouvoir faire, mais vous avez cette fameuse expression qui, je crois, a été très prisée de Dominique de Villepin, c'est pas la peine de se déguiser en feuille de chou pour se faire brouter le cul par des lapins. Traduction, on va pas faire un Hopeless Rhomboid pour faire des vitesses de Mach 2, ça sert à rien. Donc, ils ont certainement pas pris cette forme qui a plein de problèmes, qui pose vraiment plein de soucis par ailleurs. Pour faire du Mach 2, c'est un avion qui ne sera pas fait pour le dogfight, c'est un avion qui sera fait pour aller extrêmement vite, ça tombe bien. Le Hopeless Rhomboid, c'est très très bien aérodynamiquement, c'est très très bien aussi pour la radar cross-section, donc la signature radar. Donc ils se sont pas fait chier à faire une forme pareille pour aller lentement. Ce machin, le Chengdu J-36, on peut partir du principe qu'il va faire du Mach 4, ou en tout cas du 3,5 sans problème. Maintenant, il est bourré quand même de surface de contrôle malgré tout, parce que, alors est-ce qu'ils veulent pouvoir le faire atterrir sur un porte-avions ? J'imagine peut-être, cela dit, on va revenir sur un autre point du design, vous allez voir à quel point c'est intéressant de mélanger toutes les disciplines et toutes les considérations,
parce qu'après on parlera aussi de la question de politique publique, parce que en fait ça a pas l'air comme ça, mais j'aime pas parler d'armes, moi en vrai. J'aime pas parler d'aéronautique militaire, je préférais largement parler d'aéronautique civile, et je considère, vous avez vu, ou peut-être pas encore vu, ma conférence TEDx, comment j'ai fait la guerre à la guerre, elle n'est pas sur ma chaîne, elle est en TEDx, où je parle de l'équivalent moral de la guerre de William James, où je parle du complexe pacifico-industriel, qui serait la substitution du complexe militaro-industriel, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, la guerre capte les meilleurs esprits. Je veux dire, Einstein faisait des armes, Tesla faisait des armes, Nobel faisait des armes, Archimède faisait des armes, Léonard de Vinci faisait des armes, Nobel, bien sûr, faisait des armes, puisque je rappelle que Nobel, c'est à la base un brevet de stabilisation de la nitroglycérine par du Kieselguhr, de la terre de diatomée, qui est très fractalisé, enfin qui est un peu comme une éponge, mais avec des petits orifices, ce qui fait qu'on peut taper un bâton de dynamite, il n'explosera pas, alors que c'était littéralement de la nitroglycérine dedans. Nobel d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, avait vu une nécrologie de sa personne, son frère était mort, et les journalistes avaient confondu, et avaient fait une nécrologie en le présentant comme un marchand de mort, comme il voulait pas qu'on se souvienne de lui comme ça, il a fait le prix Nobel. Eh ben, ce principe de la guerre comme parasite, qui capte les meilleurs esprits, il est encore là aujourd'hui, on va le voir en termes de budget. Typiquement, F-35 plus F-22 Raptor, c'est 2200 milliards. 2200 milliards, 200 milliards, et probablement un peu plus pour le F-22, et 2000 milliards pour le F-35, qui est un avion très sympatoche, il n'y a pas de problème, mais qui vaut clairement pas ce prix, mais clairement pas. Enfin, le bang for buck, et là on parle de politique publique, le bang for buck, donc c'est un terme qui a été inventé pour la bombe atomique, ça veut dire le boom pour $1, et clairement la bombe atomique offrait un bon bang for buck, expression qui a été reprise par Truman. Et le bang for buck du F-35, c'est de la grosse merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Et c'est là que du coup le Rafale brille. Là où il brille aussi en mal, c'est qu'il a une grosse signature radar. À notre époque, c'est pas possible d'avoir une signature radar pareille pour des engagements face à des ennemis aussi dangereux que les Russes, par exemple. Là aussi, on va y revenir. Et on va y revenir d'autant plus que les Russes ont abattu des F-16, bien sûr, les fameux F-16 Game Changer. Si vous suivez cette chaîne, vous savez très bien que les médias français disent de la merde très souvent, mais vraiment très souvent. Et quand ils vous disaient que les F-16 seraient des Game Changers, fallait vraiment arrêter de fumer parce que les F-16 étaient confinés. Et confinés pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas du tout discrets. Les F-16 sont vraiment pas des avions discrets. Vous faites ce que vous voulez, c'est des avions qui se font détroncher dans le ciel directement parce qu'ils n'ont pas du tout été conçus avec la discrétion radar en tête. Enfin, même le stealth, quoi, concrètement, qui est au-delà de la discrétion radar. Le Rafale, il est discret, mais il est clairement pas stealth. C'est de toute façon armé, il est détronché direct dans le ciel. Pourquoi ça confine un avion ça ? Parce que ça l'oblige à voler à ras du sol. Donc c'est très bien, il y a des stratégies, on vole à ras du sol, on lobe la bombe, oui, toutes les techniques, mais du coup, ça vous confine. Et quand vous êtes confiné, vous êtes prévisible. Stratégiquement, c'est pas bon d'être confiné parce que stratégiquement, c'est pas bon d'être prévisible. Donc les F-16 ont pas du tout été des game changers et bien sûr, les Russes en ont abattu. Ce qui était complètement prévisible. C'est une des raisons pour lesquelles la France n'a évidemment pas fait la connerie d'envoyer des Rafales en Ukraine et que les Américains n'ont pas envoyé des F-35 qui sont pourtant, eux, carrément stealth, mais ils n'avaient pas envie que les Russes puissent avoir trop de données sur le F-35, ça aurait dégommé sa compétitivité à l'export. Cela dit, sa compétitivité à l'export va jamais rembourser les 2000 milliards, minimum 2000 milliards pour le F-35, et les 200 milliards du F-22. De toute façon, le F-22 n'est pas à l'export, comme tous les avions de supériorité aérienne américains. Ça, il n'est pas prévu pour l'export. Bon, alors en face, vous allez avoir donc côté russe un tandem du MiG-41 qui ne sera pas exporté et du Sukhoi 75 Félon. Checkmate, pardon. Le Félon, c'est le 57. Checkmate. Alors, checkmate, c'est le mot russe. C'est pas la désignation de l'OTAN. C'est un point important parce que la désignation de l'OTAN, la première lettre vous donne le type d'engin. Par exemple, le Badger, blaireau, c'est B comme bombardier. Et le F de Félon pour le 57, c'est F pour fighter. Donc, c'est prévu pour être c'est la désignation OTAN qui dit que c'est un fighter.
vous aurez ce duo donc d'avions qui ne seront pas faits pour l'export, à savoir le MiG-41 d'un côté, intercepteur hypersonique qui enverra aussi des missiles hypersoniques, et vous aurez donc le Checkmate, encore une fois pas fait pour l'export, qui sera pour la supériorité aérienne. Le Sukhoi 57 par contre sera fait pour être exporté sans aucun problème, et à mon avis il va rencontrer un relatif succès à l'export, parce qu'il y a tout un tas de pays des BRICS qui seraient intéressés à s'en procurer. Bon, les Chinois ont copié, enfin pas copié, mais ont fait la même chose. Pas forcément en copiant, c'est peut-être que c'était un choix de doctrine qui a été abouti même. Je dis, parce que copier, c'est autant pour une technologie, oui, vous pouvez dire copier, pas copier, mais là c'est vraiment une question de doctrine, c'est pour leur nation. Ils se sont dit que cette idée d'avoir un tandem intercepteur-avion de supériorité, même si en l'occurrence le deuxième c'est plutôt un concurrent du F-35, donc c'est pas vraiment un avion de supériorité, mais bon, c'est plutôt un multi-rôle, quoi. Mais mélanger l'équivalent d'un MiG-41 avec le Chengdu J-36 et le Shenyang J-35, qui est l'équivalent du F-35, ça, les Chinois se sont dit que ça fonctionnerait bien. Donc les deux sont hopeless rhomboïdes, mais le Shenyang J-35A, c'est un furtif de 5e génération, avec des ailes pliables et des barres de lancement pour catapulte, donc c'est clairement fait pour les porte-avions. Le Chengdu J-36, c'est un chasseur qui se bombardise. C'est fréquent dans l'histoire de l'aviation, vous avez des chasseurs qui sont plutôt gros, puis après on revient à du petit, puis on revient à du gros, enfin vous avez des oscillations comme ça, c'est comme la barbe, la mode de la barbe dans l'histoire de l'humanité. Vous regardez l'histoire de Rome, boum, vous avez Adrien qui kiffe la Grèce antique et qui porte la barbe, et puis les empereurs après lui vont porter la barbe, et puis du temps de Jules César, évidemment, c'était de bon goût d'être bien rasé de frais, ça va durer jusqu'à Trajan, enfin... Donc vous avez aussi des oscillations dans l'histoire de l'aéronautique sur gros chasseurs, petits chasseurs. Et le Chengdu J-36, lui, il se bombardise, il a 3 moteurs carrément. Vraisemblablement, ce qui se dit, c'est qu'il a un statoréacteur, donc un ramjet en position centrale, et 2 autres turboréacteurs, turbofans, donc compressés. Le ramjet statoréacteur, c'est quoi? C'est un truc très simple, hein, c'est l'admission qu'il compresse en fait. Enfin, il est vraiment fait pour fonctionner à haute vitesse, donc ça tombe bien. C'est fait pour ça. D'autant que ce J-36, vraisemblablement, il doit atteindre, comme par hasard, la base de Guam, base américaine. L'idée étant d'avoir une supériorité dans toute la zone. Donc les Chinois se donnent les moyens de leur ambition dans toute la zone, évidemment, réunifier Taïwan, et ils s'en donnent les moyens en prétendant pour l'instant avoir une supériorité aérienne totale, et puis ça irait bien au-delà de Taïwan. Vous avez eu aussi les îles Senkaku pour les Japonais, Diaoyu pour les Chinois, donc ça donne le fameux slogan chinois Diaoyu da Zhongguo de, les îles Diaoyu, évidemment ils disent Diaoyu, ils disent pas Senkaku, sont chinoises, Zhongguo de. Avec le Chengdu J-36 et le Shenyang J-35A, a priori, ils augmentent leurs chances de pouvoir réaliser tout ça, parce que là, on a en fait un truc qui est donc, comme je vous l'ai dit, inspiré, ou en tout cas, va dans la même direction que le MiG-41. Le MiG-41, il fait flipper les porte-avions, en fait. C'est entre autres, pas seulement ça, mais il fait flipper les porte-avions parce qu'il peut emporter des missiles hypersoniques, et les porte-avions américains n'ont pas de contre-mesure pour les missiles hypersoniques pour l'instant. Ils sont en train de développer des armes à énergie dirigée, etc., parce qu'il y a mieux que hypersonique, il y a vitesse-lumière. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de solution qui soit sur étagère. Avec des Chengdu J-36 qui auraient un énorme rayon d'action, parce que c'est ça le but d'avoir un avion qui se bombardise, c'est qu'il peut emporter beaucoup de carburant, il peut emporter beaucoup de missiles, bien sûr, il a des soutes à missiles, donc pas comme le Rafale, qui n'a pas de soutes, qui quand il embarque, il prend des réservoirs supplémentaires, et quand il est en ordre de combat, il est totalement détronchable par les radars actuels, et ce d'autant plus que les radars actuels sont devenus extrêmement bon dans le ciel. Le MiG-41 a un des meilleurs radars au monde, le Chengdu J-36 a priori aura aussi un des meilleurs radars du monde, parce que là aussi, ça va être une sorte d'AWACS chinois implanté, regroupé dans un chasseur cross bombardier. Un peu comme le Valkyrie, vous savez, ce XB-70 là, qui a été fabriqué, qui a 2 exemplaires par les Ricains. Le Valkyrie, lui, il avait 6 moteurs, si je me gourre pas, le Chengdu J-36, c'est 3. Évidemment, beaucoup de gens ont voulu critiquer en disant « Mais non, vous allez voir, il va être détronché radar facilement, il va être visible facilement parce que son statoréacteur serait en ligne droite. » Ce qui, au passage, est logique pour un statoréacteur. C'est dur de faire des statoréacteurs sinueux. C'est pas fait pour ça. Bon, ça m'étonnerait que les Chinois soient suffisamment cons pour avoir laissé un défaut aussi énorme que ça. Oui, quand vous avez une entrée d'air et un axe moteur qui est complètement droit, qui est pas un peu coudé,
Vous avez en effet une signature radar qui est augmentée. Encore une fois, ça m'étonnerait que les Chinois soient suffisamment cons. C'est toujours marrant de voir des mecs sur Twitter qui sont là. Dis donc, j'ai tout de suite identifié ce que les mecs des bureaux d'études de Chengdu n'ont certainement pas identifié en 20 ans d'analyse. Bon, vraisemblablement, je pense qu'ils ont la situation sous contrôle. Mais en effet, ça pose tout un tas de problèmes parce qu'un stato-réacteur, normalement, c'est pas top pour la signature radar, quoi. Bon, mais je pense que les Chinois savent ce qu'ils font. Donc, avec le Chengdu J36 et le Shenyang J35A, les Chinois ont un tandem qui est plutôt comparable au MiG-41 Chengdu J36 et au Felon, le Sukhoi 57, pas le Checkmate, qui donc est le J35A pour les Chinois. Je reprends, donc Hopeless Rhomboid, c'est en forme de cerf-volant. Alors, à pas confondre avec l'aile rhomboïde, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se recouvre. Vous avez la société française FlyArt qui fait un très beau résumé là-dessus. Alors je vais vous le reprendre tel quel, mais là on parle d'aile fermée, on parle pas d'une forme en cerf-volant. L'aile rhomboïde fait partie de la famille des ailes fermées, donc une aile qui remonte, quoi. Elle se caractérise par sa forme en diamant dans les 3 plans. Cette formule aérodynamique s'affranchit de surface de contrôle verticale, donc ça simplifie tout. Ses avantages par rapport à une aile cantilever classique à performance similaire sont une envergure réduite d'environ la moitié, diminution de la traînée, masse structurale diminuée d'un tiers, grande plage de vitesse, rapport portance-traînée élevé et relativement constant, très grande manœuvrabilité. Donc ça c'est pour les drones, c'est super, et c'est ce que propose la société FlyArt. Ça nous fait un enchaînement vers l'aviation civile. Alors la manœuvrabilité en aviation civile, a priori on s'en fout un peu. Pas complètement, mais on s'en fout un peu, parce que par définition, Boeing, c'est pas super manœuvrable. Mais en fait, le problème de l'aviation civile, c'est que, bon, c'est très régulé, bien sûr, a priori c'est bien, parce que bon, on a envie que l'aviation civile soit très régulée, mais ce qu'on voit, c'est que, malgré ces régulations, les fabricants peuvent faire de la grosse merde. Typiquement Boeing, attention, là on va quand même dire les choses, Boeing qui a vraisemblablement commandité l'assassinat de lanceurs d'alerte. C'est aussi simple que ça. Vous avez des lanceurs d'alerte qui ont balancé des infos très graves démontrant que Boeing trichait sur le contrôle qualité, avec des conséquences qu'on a vues, des crashs dans tous les sens, des portes qui s'enlevaient, etc. Et ces lanceurs d'alerte sont morts. Bon, c'est ballot, bon, certains assassinés même. Bon, c'est comme ça, je pense qu'évidemment, en toute logique, Boeing n'a pas pu oser faire ça, puis c'est pas le genre de la maison, vous imaginez bien. Mais l'aviation civile, malgré donc toutes ces régulations, elle fait quand même parfois de la merde. Et en fait, ça la rend très conservatrice, mais pas forcément favorablement pour les passagers. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de solutions qui pourraient améliorer les rendements de l'aviation civile. Les ailes volantes, bien sûr. Avoir un avion qui serait une seule aile. Là aussi, c'est cool de faire du hopeless rhomboid parce que c'est pas super manœuvrable. Alors, le hopeless rhomboid, pour l'aviation civile, on se fout de la signature radar, ça va de soi, puisque être furtif, c'est pas le but d'un avion civil. Bien au contraire, ça serait extrêmement dangereux même. Vous avez quand même des performances aérodynamiques très intéressantes, puis l'idée d'avoir une seule grande aile, ça augmente aussi le ratio aérodynamisme et cette fois habitabilité, donc plus de passagers, des sièges moins chers, moins de dépenses de carburant. Et vous savez, dans l'aviation civile, ça va jusqu'à une société japonaise, une compagnie, je ne sais pas si c'était Japan Airlines, mais une compagnie aérienne japonaise, elle allait jusqu'à encourager les passagers à aller aux toilettes avant d'embarquer, parce que à l'échelle de l'année, vous faites l'intégrale du poids épargné, et oui, ces kilos d'urine et d'excréments en général étaient favorables à une meilleure consommation de carburant. Donc on pouvait aller jusque-là. Et je crois que c'était du 4 ou 5%, des trucs sérieux. Donc, vous avez bien sûr la question des sièges en rotin. Alors, les vieux avions, vous avez ces vieilles photos dans les années 30 où vous voyez les sièges en rotin dans les avions. Alors, ça passerait plus les conditions de sécurité aujourd'hui, surtout pour les questions, bien sûr, anti-incendie, parce que le rotin est inflammable. Par contre, faire des mousses, faire des sièges entièrement en mousse expansée, nouvelle génération, éventuellement à mémoire de forme, enfin en gros des matelas de luxe, quoi. Ce serait pas du tout idiot. Et parce que les sièges en plastique massif qu'on fait aujourd'hui, c'est juste par conservatisme régulatoire qu'on le fait. C'est pas du tout parce que c'est le mieux. Pas du tout. Et c'est ce que rappelle Steve Jobs d'ailleurs. Vous savez, la transition vers le design. Steve Jobs aimait bien rappeler tout le temps, tout le monde qui vous entoure a été designé par des gens pas forcément plus intelligents que vous. Vous pourriez vous dire, ah oui, ils sont ingénieurs, ils sont designers, ils ont réfléchi. C'est vrai.
Mais il y a quand même des points aveugles. Il y a quand même des moments où on peut améliorer des choses, parfois avec des solutions low-tech. Et ben, c'est le cas pour les sièges d'avion, typiquement, mais je pense que l'immense majorité des concepteurs d'avions le savent. C'est juste que le rapport coût-opportunité, vu les régulations, est tellement mauvais qu'ils se disent on va pas changer les choses. En plus, les compagnies aériennes ne voudront pas nous prendre un avion dont l'intérieur a des sièges en mousse, etc. Beaucoup plus léger et donc aussi meilleur pour les chocs et anti-feu, parce que les mousses, c'est très très anti-feu. Donc voilà, il y a un conservatisme d'ordre général. Donc exit les ailes volantes, exit les sièges en mousse ou toute autre solution intelligente, et exit peut-être plus de manœuvrabilité. Plus de manœuvrabilité égale approche à plus faible vitesse, égale moins de pollution acoustique, parce que les aéroports, c'est quand même des dingueries en termes de pollution acoustique. Égale piste plus courte, et oui, autre avantage, égale aéroport plus proche des centres-villes, parce que piste plus courte et moins de pollution acoustique, égale moins de coûts pour aller, enfin l'avion devient plus accessible psychologiquement, etc. Et puis bien sûr, financièrement aussi, parce que si ça dépense moins de carburant, et que ça prend plus de sièges par vol, avec la même quantité de carburant, la même OPEX, Operational Expenditure, le prix de fonctionnement, et bien évidemment, les prix diminuent. Bon, ça, je pense pas qu'on le verra dans l'aviation civile, parce que l'aviation civile, elle a une stratégie aussi très Kretinsky, vous savez, l'ultra-sulfureux pollueur européen qui pollue plus seulement le ciel européen avec les pluies acides issues de l'industrie du charbon, mais qui pollue aussi la presse, puisque le mec possède Marianne, une grande partie du monde, et franc-tireur, et oui. Et donc cet ultra-sulfureux entrepreneur du charbon, il a fait fortune comment? Avec la stratégie Kretinsky qui consiste à dire j'achète des vieux machins dont on a surestimé le déclin, donc typiquement l'industrie du charbon, et les investisseurs se sont divestis de ces secteurs parce qu'ils pensaient que leur rendement et que leur rentabilité allaient baisser plus vite que prévu, et sur le différentiel de rentabilité, moi je fais de l'argent. Si en plus je possède des journaux et de la presse poubelle type Marianne, je vais pouvoir influencer les gens d'abord pour qu'ils parlent pas de moi, vous verrez jamais Marianne évidemment vous dire que Kretinsky est un énorme pollueur, pas seulement de l'information, ça va de soi, on va pas non plus mordre la main qui nourrit, mais au-delà de ça, vous avez le fait que vous allez pouvoir dire que le charbon c'est bien, que c'est pas si mauvais finalement, que ça va. Et Kretinsky c'est ça. L'aviation civile malheureusement, c'est de plus en plus un marché comme ça, c'est-à-dire que au départ, elle a tiré de grosses leçons des bombardiers, l'industrie militaire toujours, le B-52. Le B-52, il y a plein de leçons pour l'aviation civile dedans. C'est pas pour rien que le B-52 est encore opérationnel aujourd'hui, alors que comme son nom l'indique, il date des années 50. Il est encore aujourd'hui en fonction par l'armée américaine, qui ne veut pas complètement le remplacer. En fait, son fonctionnement a été une voie à suivre pour l'aviation civile à beaucoup d'égards. Pas tant que ça, mais quand même à beaucoup d'égards. Du coup, si on veut aller dans le même raisonnement, on se dirait que les bombardiers qui sont des ailes volantes comme le B-2 Spirit ou le nouveau bombardier dont le nom m'échappe, qui est le successeur du B-2 Spirit et qui est un bombardier furtif aussi, qui est une aile volante avec en plus un profil d'attaque très, très comparable au Faucon Pèlerin, qui est l'oiseau le plus rapide du monde quand il plonge, il peut taper les 340 km/h. Ce qui fait qu'avec sa petite taille, il peut dégommer complètement des proies, parce qu'il va aussi vite, et que l'énergie cinétique, bien sûr, c'est le carré de la vitesse, donc petit mais costaud, même si vous avez une petite masse comme le Faucon Pèlerin, vous allez mettre de l'énergie cinétique en veux-tu en voilà, parce que 340 km/h au carré. Bon, c'est en mètres secondes pour faire en joules, mais c'est pas très important. Ce que je voulais dire donc, c'est que le B-2 Spirit devrait inspirer l'aviation civile. Pour l'instant, il le fait pas, mais c'est pas une invention personnelle, je veux dire, les mecs d'Airbus l'ont dit à plusieurs reprises, le futur c'est une aile volante, c'est juste que, encore une fois, avec les régulations, c'est mal barré. Donc, on a pas mal fait le tour là sur ce dont je voulais vous parler. Alors oui, un autre point très important, c'est que pour Musk, on n'a pas parlé d'Elon Musk dans tout ça, le F-22 et le F-35 sont des arnaques. Et je le comprends, la presse a envie de cracher sur Musk, c'est normal, il a humilié la presse, il est en train de l'ubériser, la presse poubelle aime pas Musk, enfin c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'il faut qu'elle tape dessus parce qu'il faut bien qu'elle mange. Mais, c'est même d'ailleurs plutôt ridicule qu'efficace pour être honnête. Mais Musk a raison, même si la presse poubelle dit qu'il a tort. Il a raison, parce que, en effet, le bang for buck, il est merdique. Enfin, Musk, on parle quand même d'un mec qui a fait les fusées les plus efficaces du monde, qui a divisé par 100 le prix du kilo envoyé dans l'espace. C'est quelqu'un pour qui le bang for buck est extrêmement important. Et le problème de l'aéronautique, en particulier militaire, c'est que quand vous partez sur du furtif ou F-35, furtif mais supersonique, et atterrissage et décollage vertical, ça vous donne 2000 milliards. Parce que vous n'avez même pas d'éléments de comparaison. Il n'y a que très peu de sociétés, en l'occurrence Lockheed Martin, pour les deux, le F-22 et le F-35,
et que très peu de sociétés qui peuvent répondre à l'appel d'offres, donc très peu de concurrence, donc le contribuable va se faire baiser. C'est inévitable. Et c'est ce qui était déjà connu pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Je ne sais plus qui avait dit, en vendant des vieux fusils tout pourris au nord, le type avait dit, vous pouvez vendre ce que vous voulez à l'État fédéral du moment que vous insistez un peu. Et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que Musk va être nommé par Donald Trump comme Doge, avec Vivek Ramaswamy, Doge, Department of Government Efficiency, ministre de l'efficacité gouvernementale. Allez voir ce genre de truc dans le cas français. J'aimerais juste qu'un jour ça existe, ça. Bon. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que parmi l'efficacité gouvernementale, Musk, il aurait posé la question qui tue. T'es sûr qu'on va claquer 2000 milliards 2000 milliards pour le F-35 ? T'es sûr de ton coup, là ? Parce que moi, je peux faire mieux. Et en effet, il peut faire mieux. C'est-à-dire qu'avec 200 milliards, ce qui est une somme énorme, vous l'imaginez bien, bon, ça reste 1/5 du budget défense américain, défense incluant le nucléaire. 1/5, oui, c'est à peu près 1000 milliards par an, donc les mecs se refusent rien. Avec 200 milliards, mais Musk, il vous fait des trucs de dingue, il vous ferait un vaisseau mère pour aller sur Mars. Il pourrait vous faire un truc qui serait tellement énorme qu'il pourrait embarquer un petit réacteur nucléaire modulaire et que ce réacteur nucléaire ferait de la propulsion ionique. Vous savez, c'est une propulsion qui accélère en continu, qui a une très faible vitesse, c'est pas fait pour sortir de l'atmosphère. Mais comme ça accélère en continu, vous pouvez atteindre des vitesses de malade à l'échelle de tout un trajet martien. Et tout un trajet martien avec un vaisseau mère qui aurait ce genre de propulsion, ça serait 5 mois et demi, ce qui est rien du tout pour aller sur Mars. Et ben ça, c'est le genre de conneries que Musk pourrait faire avec 200 milliards. Ce qui, encore une fois, est énorme. On est dans l'échelle du giga-projet, là. Mais 200 milliards, c'est le chiffre après la virgule, si on compte en trillions, pour les programmes F-22 et F-35. Donc oui, Musk, il dit que ces trucs-là n'ont pas de sens. D'autant que, pour citer Steve Jobs à nouveau, il faut surfer là où la vague va être. Pas où la vague est, évidemment. C'est le principe d'une trajectoire d'interception, d'une courbe d'interception, c'est à dire en français. Ce qui est le cas quand vous êtes un défenseur au football, il faut courir là où l'attaquant va être, et là où le ballon va être, pas là où il est. Parce que sinon, votre courbe d'interception, elle est foireuse, et tout le monde sait ça, je veux dire, de base. Mais si vous essayez de traduire ça dans le monde des dépenses publiques, est-ce que c'est intelligent, en effet, de claquer autant d'argent alors que maintenant, on a les drones ? Alors certes, les drones, pour l'instant, et c'est bien pour ça que la Chine fait un mélange des deux, les drones sont intéressants en soutien. Entre autres, il y a plein de scénarios où ils sont intéressants. Vous avez vu que la guerre en Ukraine les a montré qu'ils étaient absolument incontournables. Les Russes sont même en train de faire des drones anti-drones, des drones rétières avec des filets. J'en parle dans ma conférence intelligence artificielle exécutive. Ils ont fait aussi des drones avec un lance-grenade, donc qui sont plus seulement kamikazes, qui peuvent tirer plusieurs fois. Et d'une façon générale, ça a bien démontré que le champ de bataille aujourd'hui était massivement dronisé. Mais au-delà de ça, vous avez maintenant les drones qui vont accompagner les avions. Le programme Rafale a déjà ça, c'est tout à fait intelligent. Ça permet aux drones d'être furtifs pour le coup, d'aller devant, de partager les informations radar, etc. Puis vous revenez sur le principe de l'escarmouche, du voltigeur. Par exemple, Jean Lannes, l'immense maréchal de Napoléon, qui était le seul à le tutoyer d'ailleurs, Jean Lannes à Friedland, il utilisait des écrans de voltigeurs pour cacher ses faiblesses, pour attirer les Russes, pour que les Russes traversent la rivière, et après ils se sont fait dégommer à Friedland. D'ailleurs, on peut faire plein de parallèles. La stratégie napoléonienne, elle était déjà avec une guerre en réseau. Napoléon, il était toujours basé sur le principe de la position centrale, c'est-à-dire qu'il était toujours au centre de tous ses ennemis, ce qui est extrêmement dangereux si vous êtes lent, parce que vous allez vous faire encercler, mais si vous êtes le plus rapide, ce qui était son cas, c'est très intelligent, ça vous permet d'envoyer un corps d'armée, et les corps d'armée étaient autonomes du temps de Napoléon, c'était ça toute la beauté du truc. Ça avait été conçu à la Révolution, un peu avant d'ailleurs, mais la Révolution avait adopté ce système parce qu'il marchait très bien, Napoléon l'a perfectionné. C'est comme avec l'idée de la guerre en essaim et de la guerre en réseau. Vous avez plein de MiG-41 plus des drones autour qui partagent les infos. À la bataille de Friedland, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez Lannes qui tombe sur les Russes de Bennigsen. Il envoie immédiatement l'information qui, à l'époque, circulait pas par radio, mais par cheval, comme dirait Michel Denisot. Et il dit précisément, même si tu tues ton cheval sous toi et que tu l'enfonces dans le sol tellement il va galoper vite, va prévenir l'empereur que je suis en face de toute l'armée russe, ce qui fut fait. Lannes a tenu le coup, il a utilisé ses voltigeurs pour cacher donc la faiblesse de ses troupes, et le temps qu'ils tiennent, Napoléon arrive et va complètement dégommer
les Russes qui se sont retrouvés, par le piège de l'âne, à se battre dos à une rivière. Et ben, dans le cas donc des chasseurs actuels dronisés, vous aurez le même principe, un écran de drone. Et c'est ce que vraisemblablement les Chinois veulent faire avec ces, je sais plus quel MiG de 3e génération, qu'ils ont dronisé, mais c'est ce qui sera fait aussi avec des drones beaucoup plus sérieux. Dans ces conditions-là, ce qu'a dit Musk est tout à fait vrai. Si on doit surfer là où la vague va être, non, c'était pas du tout un bon bang for buck, c'était pas du tout 2000 milliards bien claqués. Vraiment pas. Et je suis complètement d'accord avec lui parce qu'à un moment donné, d'abord il y a le fait qu'un pilote ça coûte très cher, c'est très long à former, ça empêche aussi, le pilote est un des plus gros facteurs de restriction de la manœuvrabilité d'un avion, parce que oui, vous n'allez pas vous prendre du 9G tout le temps, un pilote il va pas survivre à du 9G tout le temps. Je crois même que c'est le record si je me gourre pas. Donc il peut pas, un avion pourrait aujourd'hui avec les matériaux qu'on a, parce qu'évidemment vous savez que c'est... Alors, si vous faites un virage, vous prenez le nombre de G, c'est 1 sur cosinus de l'angle, donc si ça part, vous avez une division par 0 si vous faites un virage sec, ce que vous ne pouvez évidemment pas faire avec un avion, parce que concrètement c'est comme si vous étiez écrasé contre un mur, parce que la composante qui va dans cette direction de votre vitesse, elle passe à 0, donc ça tue le pilote, concrètement, c'est ça qu'il faut retenir. Et avec un truc sans pilote, alors certes, vous pouvez exploser le fuselage, c'était le problème du Zéro, le fameux Mitsubishi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était cool, il manœuvrait de ouf, mais il y a quand même des trucs qu'il fallait pas lui faire faire, et d'une façon générale, ça fait partie de ce qu'on appelle l'enveloppe de vol d'un avion, et des never to exceed speed, tous ces trucs-là, il y a certaines vitesses, juste la vitesse, où vous allez exploser votre avion. Et il y a certaines enveloppes de manœuvrabilité où vous allez exploser votre avion. Mais aujourd'hui, le pilote est une des plus grosses contraintes sur l'enveloppe de manœuvrabilité. L'avion pourrait, sans exploser, manœuvrer de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus sèche, et donc imprévisible. Même si, encore une fois, il y a toujours cette question qui se pose le dogfight existera-t-il ? Alors peut-être les drones, là aussi, vont aller au corps à corps, peut-être que ça arrivera, parce qu'après tout, plus on aura là aussi rhomboïdé les drones, plus ils pourront atteindre des vitesses de dingue, plus ils pourront vraiment rame bélier sur les avions, pourquoi pas ? C'est des stratégies qui vont émerger, j'en suis quasiment sûr. Mais d'une façon générale, le corps à corps n'est pas l'art stratégique du combat aérien de base, quoi. On va avoir plutôt du BVR, donc Beyond Visual Range. Là aussi, l'avion chinois, donc le J-36, il va être fait pour emporter du missile qui pourra faire du 300 km de distance. 300, comme les S-300 russes, maintenant S-500, etc. Mais la taille des machins russes, là, c'est pas fait pour être emporté par un avion. Maintenant, le but, c'est de pouvoir emporter des trucs de taille intermédiaire par rapport à ces missiles-là, qui pourront aller presque aussi loin. Ce qui explique pourquoi les Chinois ont opté pour un chasseur qui s'est bombardisé, qui est beaucoup plus gros. Et encore une fois, gros, on s'en fout, parce que gros dans le ciel, il y a de la place dans le ciel. Ce qui compte, c'est la détection radar. Mais la taille, en fait, on s'en fout complètement. Le truc pourrait être énorme. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est rapide et est-ce qu'il est discret ou furtif. C'est le cas. Donc il peut être aussi gros qu'on veut, en réalité. Alors bien sûr, le problème de la taille, c'est le porte-avions. C'est qu'après, oui, si le machin est trop gros, un porte-avions ne pourra pas l'utiliser, s'il en prend un ou deux, et ça lui fera peut-être, pour le même espace, il aurait pu prendre 2 fois plus de Shenyang. Oui, ok. Mais là, clairement, ce projet-là, il est fait pour partir du continent chinois, pour aller donc jusqu'à Guam, etc. Avec des missiles qui feraient des missiles RR, je ne parle même pas des missiles hypersoniques, qui seraient faits pour abattre des porte-avions. Je parle des missiles RR, avec des missiles RR qui feront du 300 km de portée. Là, ça sera plus la même limonade en termes de surface de contrôle, pas de surface de contrôle, d'air de contrôle, pardon, et en termes de capacité à dominer le ciel, ce qui est clairement le but. Donc, si je reviens à ce qu'a dit Elon Musk, droniser les avions, ça me semble être la direction à prendre, d'autant plus que vous avez l'intelligence artificielle. Et dans ce contexte-là, vous aurez un meilleur bang for buck en utilisant des systèmes plus autonomes, etc. Je pense que Musk a complètement raison, même si la presse poubelle a dit qu'il avait tort. Encore une fois, ça c'est plutôt une règle qu'une exception. Mais maintenant, pourquoi les États n'investissent pas dans les nuées de drones ? Alors d'abord, les Chinois investissent dedans, mais pas les mêmes sommes. Vous pourrez dire parce que les drones c'est moins cher, etc. Non, on pourrait, si l'état final recherché c'est celui d'avoir le niveau de contrôle du ciel, de dissuasion anti-porte-avions, etc., il faudrait investir autant dans les drones. Les Chinois sont très bons en nuée de drones, on le voit d'ailleurs. Là c'est plutôt le civil qui montre, quand ils font, vous savez, des dragons qui volent dans le ciel comme ça, en drone, c'est spectaculaire.
Et ça vient aussi du fait que les Chinois voulaient limiter les ventes de feux d'artifice à l'échelle du territoire pour limiter les actes terroristes. C'est pas une blague, ils en ont parlé dans les sommets de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui inclut bien sûr le Xinjiang, les Ouïghours, etc. Mais une autre raison qui mérite une discussion dans cette vidéo interdisciplinaire, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire, n'oubliez jamais qu'à la fin de la journée, c'est des avions qui sont administrés et donc bureaucratisés. Tous ces avions sont administrés et d'abord, on essaie d'être conservateur, mine de rien. On ne veut pas prendre de risques parce que on ne veut pas être tenu pour responsable. Alors, un truc de rupture comme dire « Attendez, on part direct sur un drone, ça passe ou ça casse ». Or, les stratégies qui passent ou qui cassent, le bureaucrate, il n'aime pas, de base. Donc, il y a déjà ça qui fait que les pouvoirs publics vont pas investir dans les nuées de drones pour le mettre. Elles vont investir dedans, mais pour le soutien à l'infanterie ou pour des rayons d'action beaucoup plus faibles. Vont pas, par exemple, partir sur un porte-drone volant. En aéronautique, pourtant, il faut oser. Qui ose gagne, comme disent les SAS. Mais c'est vrai aussi de ce point de vue-là, parce que il faut savoir vraiment faire des innovations de rupture. Comme les Britanniques là, avaient envisagé un porte-avions de glace pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la mer du Nord, donc il serait un iceberg en pyrite, là, donc c'est sur de bois et glace. Ils voulaient faire carrément un porte-avions comme ça. Why not? Quand on est en pleine guerre mondiale, on est prêt à imaginer des idées dingues. Quand on est en temps de paix, on imagine beaucoup moins les idées dingues, et donc ça réduit l'innovation bien sûr, sauf quand on s'appelle Elon Musk, qui lui est prêt à faire péter des fusées pour innover, puis ensuite les reposer, ensuite les faire choper par un bras articulé, etc. Mais c'est l'exception, c'est pas la règle. L'autre raison pour laquelle les bureaucraties vont pas partir sur des solutions comme celle-là, c'est que concrètement, ces contrats aériens, mais c'est du blanchiment de détournement d'argent public, mais à tous les niveaux. Comme vous n'avez pas d'éléments de comparaison, allez justifier dans un procès, s'il y en a, et il n'y en aura pas, que vous avez surfacturé. Vous êtes un procureur américain, allez présenter à un jury qu'il y a eu surfacturation. Il n'y a pas de surfacturation, on n'en sait rien. On ne sait pas combien ça coûte un chasseur de 5e génération, furtif, à atterrissage, décollage vertical, qui fait le café, tout ça. Bon, on ne sait pas. Donc, comment vous voulez justifier que ça a été surfacturé? Ça a été facturé à base de « il n'y a pas d'élément de comparaison ». Ça permet donc de frauder le contribuable, il faut être très honnête, et très très clairement donc d'acheter des députés. Enfin, Lockheed Martin, c'est leur grande stratégie. Moi, quand j'enseignais à l'école centrale, je faisais le cas Lockheed Martin, et c'était une des questions que je posais toujours à mes élèves, c'était pourquoi logistiquement, parce que quand même la logistique c'est très important pour avoir de meilleurs profits, pourquoi vous avez autant de points d'usines Lockheed Martin, de centres de production Lockheed Martin aux États-Unis? Et la plupart du temps, les élèves ne comprenaient pas. Sauf quelques-uns assez futés qui comprenaient, qui disaient c'est pour acheter les députés et les sénateurs. Oui, c'est pour acheter les gouverneurs, les députés et les sénateurs. Lockheed Martin peut forcer en disant je ferme une usine ou j'ouvre une usine dans votre circo, votre état, votre comté, votre machin. Lockheed Martin peut faire pression sur des sénateurs. Et donc, sa logistique est politique aux États-Unis. Elle n'est pas seulement faite pour optimiser les coûts de production, elle est aussi faite pour permettre de s'acheter un maximum de sénateurs qui vont voter les budgets et qui vont donc justifier que oui, on va claquer 2,2 000 milliards pour le F-35 et le F-22. Mais le contribuable américain n'a pas eu un bang for buck valable pour ça. Donc c'est toutes les raisons, et là vous voyez, c'est tout à fait intéressant de se pencher là-dessus, parce que la Chine a aussi des problèmes de corruption. C'est typiquement là son gouverneur de la Banque centrale qui vient d'être, ou le numéro 2, je sais plus, qui vient d'être condamné à mort. Je pense qu'il sera gracié, mais quand même. C'est endémique, c'est systémique, pardon, c'est pas endémique à la Chine, mais c'est systémique quand on brasse des budgets aussi énormes. C'est tout à fait prévisible. Et les administrations vont préférer les gros avions qui coûtent bien cher pour toutes ces raisons-là. D'abord parce que c'est devenu le consensus, donc à partir du moment où c'est le consensus, on a beaucoup de mal à s'en affranchir, sauf quand on est un entrepreneur indépendant comme Elon Musk. Et bien sûr, ça permet quand même, mine de rien, de blanchir du détournement d'argent public. Donc vous comprenez bien que c'est une des grandes raisons pour lesquelles les décisions se font de cette façon. Bon, cela dit, Elon Musk n'a pas été seulement négatif vis-à-vis de Boeing. Il a même dit que leur nouveau PDG était porteur d'espoir. J'espère que Boeing va innover dans le civil, parce que d'une façon générale, j'espère que l'aviation civile va innover partout dans le monde. J'aimerais voir des ailes volantes de mon vivant pour les passagers, j'aimerais voir des biocarburants à base d'algues, j'aimerais voir des pistes d'aéroports beaucoup plus courtes, j'aimerais voir des aéroports plus proches des centres-villes, et des avions beaucoup, beaucoup moins bruyants, voire de l'aviation civile hypersonique.
Supersonique, pardon, hypersonique, ça y est, j'anticipe. Supersonique, déjà, qu'on y revienne, parce que, mine de rien, on pourrait avoir des statoréacteurs dans l'aviation civile. Ça aurait une sacrée gueule. Et si, justement, le J-36 a bien 2 turboréacteurs et un statoréacteur, mais pourquoi l'aviation civile ne pourrait pas partir dans cette direction à l'échelle des 20 prochaines années? Une sorte de B2 Spirit avec un mélange de stato et de turbofan, de turbojet. Parce que ça permettrait donc d'avoir un décollage normal, facilité, puis ensuite d'atteindre de très très hautes vitesses, très haut dans le ciel aussi, et donc voilà, de réduire les temps de voyage, tout ça. Enfin, voyons, essayons d'avoir un peu l'esprit Jules Verne, quoi. Bon. Sur le plan géopolitique, en tout cas, comme de juste, les Japonais veulent s'aligner face aux Chinois. Donc eux, ils vont présenter un Mitsubishi de 6e génération. La France n'aura pas de 6e génération. Ça peut être vu comme un problème. C'est vrai que même moi, j'avais envie de le voir comme un problème. Qu'on a le Rafale, et puis voilà, bon, il va être valorisé, il va être ceci, il va être cela, il va être dronisé, c'est très bien. Le Rafale est très bon à l'export aussi. Mais le Rafale, maintenant, il est confiné dans des scénarios d'utilisation où il doit éviter à tout prix de se retrouver un jour face à de l'avion russe. C'est quand même ça le truc. Alors oui, pour l'Afrique, pour des scénarios de contre-insurrection, etc. Ok, mais face à un Sukhoi 57, le Rafale, il est dans la merde, vraiment. Face à un Checkmate 75, mais là, il n'y a que les Russes qui l'auront, il est encore plus dans la merde. Et même face à un MiG-41, qui va le détroncher avec son excellent radar. Certes, le Rafale ne verra pas le MiG-41, pas parce qu'il sera très furtif, il le sera, pas très, mais certainement furtif, mais tout simplement parce que le radar du Rafale n'aura pas la distance du radar du MiG-41. Pourquoi ? Parce que le MiG-41 est énorme, et donc a un énorme radar, et donc a un rayon de détection beaucoup plus grand. Tout ça fait que le Rafale est de plus en plus confiné. Maintenant, l'opportunité pour la France, ça serait justement de suivre la stratégie Elon Musk. Lol, vous savez très bien, est-ce que vous imaginez honnêtement un bureaucrate proche de l'Elysée dire on va suivre la stratégie de Musk? Faut arrêter les conneries. Mais bon, on pourrait, si on avait les souverainistes qui prenaient le pouvoir, la première chose qu'ils pourraient dire, c'est oui, la stratégie de Musk est intéressante parce qu'elle est moins coûteuse, le bang for buck est meilleur. En plus, on a d'excellents chercheurs en France avec l'INRIA, etc. Donc, on peut, à marche forcée, devenir parmi les leaders des fabricants d'avions autonomes. Et ça aurait une sacrée gueule. Je pense pas du tout que la France va partir dans cette direction, mais elle pourrait faire de la faiblesse du Rafale, faiblesse relative bien sûr, le Rafale reste un avion très intéressant, mais de la relative faiblesse du Rafale, une force. En disant, on va pas essayer d'ailleurs ce que veulent faire donc les Chinois, même si les Chinois ont fait du 6 génération, etc. La stratégie générale chinoise, j'avais écrit un article dessus en 2010, la no-politique chinoise, la stratégie générale chinoise, c'est l'innovation. Ils sont passés du Made in China au Innovated in China. Les Américains le savent, ils le voient bien dans les semi-conducteurs, ils le voient bien dans certains domaines, la 5G notamment, où le Innovated in China a pris le dessus sur le Innovated in America. Et c'est un des constats qu'a fait notamment Donald Trump avec Elon Musk, qui pourtant vend beaucoup de Tesla en Chine, bien sûr. Et donc, cette Innovated in China, les Chinois veulent qu'ils les mettent au-devant de la compétition, qu'ils leur permettent de passer des étapes, en fait, de faire des bonds quantiques, comme on dit en anglais américain, quantum leaps, des bonds qualitatifs, au-delà de la simple course 5e, 6e génération, etc. Et c'est ce que, pour l'instant, les Chinois sont en train de faire. Alors, ils ont de la compétition linéaire et un mélange de compétition non linéaire. Donc, non linéaire, c'est on fait un bond en avant, c'est l'arme atomique, si vous voulez, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Compétition linéaire, c'est on fait plus de tanks, d'avions, etc. Et compétition non linéaire, c'est on invente la bombe atomique. Les Chinois vont dans cette direction. La France devrait totalement aller dans cette direction. C'est exactement ce que devrait faire la France. De la compétition non linéaire, utiliser sa forte concentration de cerveau, utiliser son innovation et son esprit Jules Verne, ou ce qu'il en reste, pour s'émanciper d'une simple compétition qu'elle a déjà perdue, puisque à une époque où on sort du 6e génération, le Rafale est un 4,5. C'est-à-dire c'est un 4e génération, discret, revalorisé, mais c'est un 4,5. Ce n'est pas, il a été conçu au début des années 80. Ce n'est pas un avion compétitif face à un bon 5e génération ou face à un bon 6e génération. Mais il faut que la France en fasse une force politique. Ils se disent, il faut qu'on fasse un bond
pour non pas seulement rattraper ce retard, mais sauter au-dessus de ce retard. Encore une fois, je ne pense pas que c'est ce que la France fera. Donc, en conclusion, eh bien, les Russes avaient présenté le Pagda, cette espèce de gros bombardier stratégique qui peut faire, qui a une autonomie telle qu'il peut faire du Saint-Pétersbourg-Las Vegas ou du Moscou-Darwin. Les Chinois se sentent empouvoirés avec le conflit ukrainien qui, comme de juste, est tourné en faveur des Russes, et ça fait des années qu'il l'est. Et voit bien donc concrètement les Russes ils occupent l'équivalent de 3 fois la surface de Taïwan aujourd'hui. Si vous incluez la Crimée, qui a été annexée par référendum, bon, mais vous incluez la Crimée quand même, vous incluez la Crimée et ce que les Russes contrôlent du Donbass, et vous avez pas plus, mais autour de 3 fois Taïwan. Bon. Et du coup les Chinois se disent que Taïwan c'est peut-être pour maintenant, et Xi Jinping qui se teint bien les cheveux en noir pour rester aux affaires longtemps, comme Poutine d'ailleurs, et les deux se toisent assez régulièrement, eh bien, Xi Jinping se dit que ça serait pas mal d'amener Taïwan pendant sa présidence.